si l'on prend le mot en son sens le plus général d'expression verbale, de verbe, il existe deux grands régimes de la parole, l'écrit et l'oral. Et le second ne peut pas se passer du premier. Emmanuel Berle, l'écrivain Emmanuel Berle, a donné, dans une phrase très belle, très profonde, les raisons de cette dépendance. Cette phrase est celle-ci: je n'écris pas pour dire ce que je pense, mais pour le savoir. C'est paradoxal et c'est très profond, parce qu'au commencement est le chaos ou le cliché, le magma ou le stéréotype. On parle facilement, on parle spontanément, mais ce qu'on pense vraiment, on ne l'a pas déjà en soi. On le découvre. Ce n'est pas un donné, c'est le résultat d'un travail et même d'une ascèse. Ce n'est pas une propriété, c'est une conquête. Et tout le monde peut en faire l'expérience, pas seulement les écrivains. Et je dis ceci parce que cela nous montre ce que peut avoir de trompeur la formule liberté d'expression. La liberté d'expression, bien sûr, nous y tenons tous, et j'en parlerai au cours de cet exposé, mais liberté d'expression, ça donne à entendre que le seul problème de l'expression, c'est l'interdit, c'est l'inhibition. Lever les interdits, lever les inhibitions, et à ce moment-là, l'expression vient. Mais non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Il y a des interdits, il faut combattre les interdits, il faut pouvoir lever les inhibitions, mais pour en arriver à dire ce qu'on pense, eh bien, une certaine élaboration est nécessaire. D'ailleurs, moi-même, avant de venir parler de la parole devant vous, j'ai pris des notes, j'ai réfléchi, j'ai écrit. Alors, ce n'est pas une écriture totalement élaborée, mais tout de même. Sinon je ne trouvais pas, je n'y arrivais pas. Et c'est un peu mon métier, par ailleurs. Donc, j'écris non pour dire ce que je pense, mais pour le savoir. Une fois que je le sais, je crois le savoir, je l'expose. Et ce faisant, je m'expose, bien sûr, à la contradiction. Et cette contradiction n'est pas un malheur, c'est une bénédiction. Et là, je voudrais vous citer un philosophe anglais de la deuxième moitié du XIXe siècle, John Stuart Mill, dans un très beau petit livre qui concerne notre sujet, intitulé « De la liberté ». Parce qu'il y a un chapitre intitulé justement « De la liberté de pensée et de discussion ». Et Stuart Mill dit ceci: « La liberté complète de contredire et de réfuter notre opinion est la condition même qui nous permet de présumer sa vérité en vue d'agir. C'est là la seule façon rationnelle donnée à un être doué de facultés humaines de s'assurer qu'il est dans le vrai. » Un peu plus loin? Non, un peu plus lentement, parce que les pauvres, je pense que c'était un peu rapide. En tout cas, pour moi, c'est un peu rapide. Non, pour la prochaine citation. Hein. Ah, c'est pour les citations. Non, je veux dire un peu plus long. Non, parce que sinon, je parle pas trop vite. Vous pensez que mes citations, je les lis? Ben justement, alors je vais la répéter parce qu'elle est très belle. La liberté complète de contredire
et de réfuter notre opinion est la condition même qui nous permet de présumer sa vérité en vue d'agir. C'est là la seule façon rationnelle donnée à un être doué de facultés humaines de s'assurer qu'il est dans le vrai. Et un peu plus loin, Stuart Mill écrit ceci: les croyances pour lesquelles nous avons le plus de garanties n'ont pas d'autre sauvegarde qu'une invitation constante au monde entier de l'éprouver non fondé. Si le défi n'est pas relevé, ou s'il est relevé et que la tentative échoue, nous demeurerons assez éloignés de la certitude, mais nous aurons fait de notre mieux dans l'état actuel de la raison humaine. Nous n'aurons rien négligé pour donner à la vérité une chance de nous atteindre. Puis il termine le paragraphe par ces mots, sur lesquels je vais m'arrêter. Voilà toute la certitude à laquelle peut prétendre un être faillible et la seule manière d'y parvenir. Le fondement. Alors c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que ici, Stuart Mill défend la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de la parole. Mais, à la différence de beaucoup d'autres champions de cette cause, il ne la défend pas en tant que ma liberté. Il ne dit pas, ou que la sienne, il ne dit pas j'ai besoin de liberté pour dire ce que je pense simplement. Il la défend comme liberté de l'autre de me désarçonner, de déranger mon point de vue. C'est pas de son point de vue, mais c'est du point de vue de l'autre qu'il défend la liberté d'opinion. Et là, il met le doigt sur ce qu'on pourrait appeler un peu pompeusement le fondement ontologique de nos régimes libéraux, démocratiques et bavards, c'est-à-dire l'homme faillible. La délibération précède la décision politique parce que c'est, pour ce qui concerne le domaine des choses humaines, la délibération qui nous approche, qui est la seule manière d'approcher une certaine forme de vérité. Et le libéralisme est apparu, le libéralisme et ses suites, la démocratie représentative, sont apparus en Europe au lendemain des guerres civiles religieuses, où chacun des camps prétendait à l'infaillibilité, puisque il obéissait à une vérité révélée. Et là, je voudrais citer, après Stuart Mill, Montaigne. Montaigne qui écrivait « C'est mettre ses conjectures à bien haut prix que d'en brûler un homme tout vif », et le même Montaigne fait dans les Essais un éloge absolument magnifique de la conversation. Le plus doux et naturel exercice de notre esprit est à mes yeux la conférence. Conférence, dans la langue de Montaigne, c'est conversation. Quand on me contrarie, on éveille mon attention et non pas ma colère. Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit.
la cause de la vérité devant être la cause commune à l'un et à l'autre. La parole, l'échange de la parole prend toute sa valeur dès lors qu'est reconnue la faillibilité de l'être humain. Et cette faillibilité, elle est apparue aux hommes après les guerres civiles religieuses. Les guerres civiles religieuses sont donc le repoussoir de notre modernité libérale, démocratique et volubile. Mais la guerre civile, ça a été aussi, tout au long de cette histoire moderne, une sorte de contre-modèle. Elle n'a pas disparu. Ça a été un contre-modèle, on le voit dans le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, la première phrase, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte de classe. Et Trotsky, dans leur morale et la nôtre, a cette phrase terrible. La guerre civile, forme culminante de la lutte des classes, abolit violemment tous les liens moraux entre les classes ennemies. Et la question, là, qu'on est amené à se poser, est que même l'histoire du XXe siècle nous contraint à nous poser, et celle-ci, qu'arrive-t-il à la politique qu'arrive-t-il à la parole, quand la guerre civile devient le modèle de la politique? La pluralité humaine, alors, laisse place à l'affrontement de deux blocs, de deux forces, de deux camps. Magie du chiffre 2. L'humanité se divise en deux et, comme l'a écrit Paul Nizan dans Aden Arabi, je crois que le livre a été publié vers 1930, il n'y a plus que deux espèces humaines qui n'ont que la haine pour lien, celle qui écrase et celle qui ne consent pas à être écrasée. Voilà, si vous voulez, le type de vision du monde qui surgit dès lors que s'impose, pour penser la politique, le modèle de la guerre civile. Ainsi, le XXe siècle a-t-il été le grand bûcher des amitiés? Sartre a rompu avec un grand nombre de ses amis. Raymond Aron, qu'il a connu à l'école normale supérieure, il s'appelait l'un l'autre mon petit camarade. Albert Camus, qu'il a connu pendant plus tard, et avec lequel il a rompu au moment de l'apparition de L'Homme révolté. Mais je cite cela parce que c'est une situation exemplaire dès lors que prévaut ce modèle de la guerre civile, on ne discute pas avec celui qui pense autrement. La conversation, l'échange d'arguments contradictoires n'a plus de sens, puisque celui qui pense autrement, on le combat. Et on assiste dès lors à un double processus
de radicalisation et de dévaluation de la parole. Radicalisation, parce que la parole est considérée comme une arme dans la bataille. Dévalorisation, parce que c'est une arme dépourvue de réelle puissance de feu. C'est un pistolet à blanc. Le fossé dès lors se creuse entre la parole et l'acte, dès lors que agir, c'est se battre. Et Sartre aussi témoigne et de cette radicalisation et de cette dévaluation, puisqu'il est le philosophe de l'engagement, métaphore militaire. On s'engage, mais on s'engage dans une bataille. Et en même temps, il est l'écrivain qui prend acte de l'impuissance des mots et qui ne cesse d'en souffrir. C'est ce qu'il écrit à la fin, justement, d'un livre intitulé « Les mots ». Que sont les mots auprès des véritables combats? Et d'ailleurs, après 1968, ses amis maoïstes poussaient Sartre à cesser d'écrire. Il écrivait une immense biographie de Flaubert, l'idiot de la famille, et lui disait « Mais il y a mieux à faire ». Et nombre de jeunes gens de cette époque, sûrs qu'il y avait mieux à faire, ont abandonné leurs études pour s'établir en usine. S'établir en usine, c'est-à-dire justement quitter le monde des mots, le monde dévalué de la parole, pour celui de la matière, et en même temps pour celui de la bataille. Parce que c'est dans l'usine que la lutte des classes devait avoir lieu. Avec la dissidence et la grande réflexion qui est un peu oubliée aujourd'hui sur le totalitarisme ou la nature totalitaire des régimes communistes, on a assisté à une réhabilitation conjointe de la parole et de la faillibilité. Un événement intellectuel que l'on peut juger mineur, mais qui, à mon avis, est quand même très significatif, a été, à la fin des années 70, je crois, ou peut-être tout début des années 80, la création de la revue en France, la revue Le Débat. Le choix de ce titre est très intéressant. On vivait dans la mythologie du combat avec ce double processus de radicalisation et de dévaluation de la parole, et tout d'un coup, on change d'univers. C'est le débat qui succède au combat, la conversation, la délibération, l'échange des arguments reprennent leurs droits. La parole, en tant que telle, en majesté, a un nouveau droit de cité. Mais je dis que c'est une réhabilitation conjointe de la parole et de la faillibilité, à tous les sens du terme, parce que tout cela s'est produit sous l'influence des dissidents, et je suis assez vieux pour avoir vécu cette période. La France a été, si vous voulez, très affectée par la parution, très impressionnée, bouleversée même par la parution du livre de Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag.
le mot goulag faisait son apparition, et avec ce livre, en 3 volumes, on prenait conscience de la réalité concentrationnaire du régime communiste. Et il y a un passage très beau que je voudrais vous lire lentement. Merci. Que le lecteur referme ici ce livre s'il en attend une accusation politique. Ah, si les choses étaient si simples, s'il y avait quelque part des hommes à l'âme noire, se livrant perfidement à de noirs actes, et s'il s'agissait seulement de les distinguer des autres et de les supprimer, mais la ligne de partage entre le bien et le mal passe par le cœur de chaque homme, et qui irait détruire un morceau de son propre cœur. Ce n'est pas tout à fait la faillibilité au sens de Stuart Mill, mais c'est l'idée qu'on ne peut pas diviser l'humanité en 2 camps, le camp du bien et le camp du mal, le camp des oppresseurs et le camp des opprimés, parce que le mal et le bien sont présents en chaque homme. Nul homme ne peut prétendre à l'innocence, à incarner le bien tout seul. Reconnaissance de la faillibilité, c'est sur cette reconnaissance de la faillibilité que la parole peut, en quelque sorte, retrouver tous ses droits. Mais nous sommes entrés dans une nouvelle période d'affrontement. Montaigne et Stuart Mill, à nouveau, s'éloignent de nous. Donc, si vous voulez, ce que j'essaye de retracer devant vous, c'est une trajectoire de la parole, ou les mésaventures de la parole. Au XXe siècle et dans le XXIe siècle commençant. Je vais prendre un autre livre et vous en lire un extrait. Il s'agit de La raison des nations, réflexion sur la démocratie en Europe, de Pierre Manant. Voici cet extrait. La destruction des tours jumelles de Manhattan, le 11 septembre 2001, représente pour la plupart d'entre nous non seulement le point de départ d'une série d'événements qui ne se seraient pas produits sans cela et qui vont s'enchaîner l'un à l'autre jusque dans un avenir indéfini, mais encore la catastrophe inaugurale d'une époque nouvelle. L'information la plus profondément troublante apportée par l'événement ne fut pas, à mes yeux, la révélation paroxystique du terrorisme comme phénomène majeur. Elle résida plutôt en ceci: l'humanité présente est marquée par des séparations bien plus profondes, bien plus intraitables que nous ne le pensions. Les événements du 11 septembre révélaient, après la destruction du mur de Berlin, l'existence d'un autre mur
l'impénétrabilité réciproque des communautés humaines, en dépit de la prodigieuse et toujours croissante facilité de communication. Que les terroristes aient transformé en armes meurtrières des avions de ligne, le moyen de communication le plus capable de réunir les hommes dans un réseau embrassant la planète, qu'ils aient choisi de détruire les symboles les plus glorieux du commerce mondial au cœur de la capitale du monde, toutes ces circonstances, nullement anecdotiques, conspirent pour confirmer que les instruments les plus perfectionnés du commerce et de la communication restent extérieurs à la vie des peuples. Bref, la communication par elle-même ne produit pas la communauté. Découverte soudaine de séparation bien plus profonde, bien plus intraitable que nous ne le pensions. Cette découverte n'est pas si soudaine que cela. En parallèle, ou même peut-être un peu avant, des historiens, des philosophes avaient cru prendre acte d'un nouveau paradigme historique. C'était Bernard Lewis, l'orientaliste, et Samuel Huntington, le politologue. Ils avaient parlé l'un et l'autre de choc des civilisations. Alors, avant que ne se produise ce choc, l'Occident avait déjà pris conscience qu'il n'était pas la civilisation unique, qu'il fallait mettre un pluriel au mot civilisation, que l'histoire, ce n'était pas le lent processus par lequel l'Occident répandait ses bienfaits sur la surface de la Terre et haussait les non-occidentaux à sa hauteur. D'autres cultures existent, elles méritent d'être étudiées et reconsidérées. C'est ce que nous dit depuis longtemps la pensée multiculturaliste. Elle assigne donc, cette pensée, une nouvelle finalité à l'histoire, non plus l'occidentalisation du monde, mais la reconnaissance de l'égale dignité de toutes les cultures. Ce qui a imprimé, et là ça intéresserait directement notre sujet, aux universités américaines le tournant politiquement correct. Qu'est-ce que le politiquement correct ? C'est le fait de surveiller ses paroles, ses pensées, son langage, afin d'en éliminer tous les stéréotypes outrageants, blessants, offensants. Mais la surprise énoncée par Manon, c'est que ce n'est pas la reconnaissance qui est au rendez-vous, malgré tous ces efforts
dont le politiquement correct porte témoignage, c'est la séparation, et peut-être même le choc, qui peut prendre une forme paroxystique, comme avec la destruction des tours jumelles de Manhattan, mais qui peut prendre des formes plus insidieuses de fracturation ou de déchirure des sociétés. Et la question est, comment penser ce phénomène? Paradoxalement, les multiculturalistes sont ceux qui refusent, et qui refusent violemment, de reconnaître à ces phénomènes toute dimension culturelle. Quand on leur dit que une certaine violence à l'intérieur du monde musulman et vis-à-vis de l'extérieur peut s'expliquer par la situation faite aux femmes, et ce sont souvent des intellectuels musulmans qui le disent, ou d'origine musulmane, comme l'écrivain algérien Kamel Daoud, comme le psychanalyste tunisien Fethi Benslama, ils répondent: c'est de l'essentialisme, vous figez les choses, vous alimentez les préjugés, vous tombez dans le racisme. Et là, je reviens très directement à notre sujet, qu'en réalité je n'ai pas quitté. On ne peut pas, dans notre société, tout dire, même si la liberté d'expression est garantie. Elle a des limites, elle a des frontières. L'injure, la diffamation, l'appel à la haine raciale sont sévèrement punis, et c'est absolument normal. C'est le régime civilisé de la parole. On voit d'ailleurs, en consultant les réseaux sociaux, ce qu'il advient à la parole quand, justement, elle s'abstrait, elle s'émancipe, elle s'affranchit de toute règle civilisée. Donc, nul ne peut regretter qu'il y ait des limites à la liberté d'expression. Mais là, il s'agit de toute autre chose. Puisque, et je disais, nous sommes entrés à nouveau dans une période d'affrontement. Et c'est un affrontement extrêmement dur. C'est un durcissement de la vie intellectuelle. Parce que le racisme n'est pas une opinion, mais un délit d'opinion. Dès lors que vous utilisez cette accusation pour ceux qui essayent de réfléchir à la dimension culturelle ou à la réalité des chocs culturels dans lesquels nous sommes plongés, vous interdisez la pensée, vous muselez la parole, et le fait est, et je ne voudrais pas y insister, mais je voudrais quand même, si vous voulez le marquer, le dire, qu'un grand nombre de différents intellectuels aujourd'hui en France se règlent devant les tribunaux. C'est une situation tout à fait singulière. Et je crois qu'elle n'a pas de précédent. La violence verbale a des précédents. La guerre civile verbale, oui. Mais que les salles d'audience, si vous voulez,
tendent à se substituer à l'espace public, c'est une situation tout à fait inédite et tout à fait inquiétante. Donc, le désaccord... Alors, premièrement. Deuxièmement, nous touchons là au paradoxe fondamental du multiculturalisme. Puisque les multiculturalistes disent il n'y a pas une seule culture. Et en même temps, quand apparaissent les traits négatifs de cultures d'autres cultures que la culture occidentale, ils refusent de les prendre en considération et ils disent que le problème n'est pas culturel, mais social. Si violence il y a, si fracturation des sociétés il y a, cela vient du chômage, des problèmes économiques, de l'exclusion. Mais à ce moment-là, cela veut dire que l'Occident, sous tous ses avatars nationaux, est le grand fautif. D'où le paradoxe que je veux souligner. Les mêmes qui se vantent d'avoir infligé à l'Occident une blessure salutaire en disant d'autres cultures existent, dont il faut reconnaître l'existence et la dignité, le remettent sur son trône et le dotent de l'attribut divin de l'omnipotence, puisque c'est lui qui est à l'initiative de tout. C'est sa violence qui suscite une contre-violence. C'est parce qu'il ne traite pas tous ceux qui vivent en son sein comme des sujets à part entière que certains d'entre eux deviennent des sujets entièrement à part, comme me l'a dit l'islamologue François Burga. Donc, vous voyez, d'un côté, pluralité des cultures, et de l'autre côté, c'est l'Occident et l'Occident seul qui est à l'initiative de l'histoire. Donc, il y a en tout cas, je ferme cette parenthèse, il y a un désaccord sur l'interprétation des faits de cette réalité si bien analysée par Pierre Manant, et ce désaccord ne prend pas la forme d'un échange d'arguments, puisque une parole est immédiatement disqualifiée. Sous le plus terrible des chefs d'inculpation, le racisme. Mais il faut aller plus loin. Il y a aussi un désaccord sur les faits eux-mêmes. Et là, nous sommes au cœur de notre sujet. Un homme politique américain, Patrick Moynihan, qui était une des grandes personnalités du Congrès américain dans les années 60, 70, 80 du XXe siècle, a eu cette phrase que je vous invite à méditer, vous qui devez réfléchir sur la parole. Tout le monde peut avoir ses propres opinions, pas ses propres faits. Et en effet, pour que la parole prenne sens, pour qu'elle ait une certaine valeur, il faut que les locuteurs voient la même chose, même si ce n'est pas de la même façon, et qu'ils habitent le même monde. Si la distinction des faits et des opinions est abolie, la parole perd toute validité, toute pertinence, elle s'effondre dans l'absurde. Et là encore, les réseaux sociaux en sont le symptôme. C'est-à-dire que ce sont des lieux d'une volubilité extrême qui tuent la parole dès lors, en effet, que leurs utilisateurs peuvent aller y chercher ou y apporter leurs propres faits. Mais là, je reviens à la question
qui nous occupe, beaucoup de gens, porteurs justement, contre vents et marées, de cette philosophie de la reconnaissance, ont peur, en insistant sur certains faits, de contribuer à la stigmatisation du monde d'où proviennent leurs auteurs. Dès lors, ces faits, ils les atténuent, ils les euphémisent, ils les édulcorent quand ils ne les occultent pas purement et simplement. J'ai apporté ici un livre qui vient de paraître sous la direction de Georges Bensoussan, Une France soumise, les voix du refus, avec une préface d'Elisabeth Badinter. Georges Bensoussan avait publié en 2002 un livre qui a fini par faire beaucoup de bruit, qui a d'abord été complètement étouffé, Les territoires perdus de la République. L'expression, je pense maintenant, vous est connue. Georges Bensoussan, d'ailleurs, était il y a quelques jours au tribunal. Il était accusé d'incitation à la haine raciale, poursuivi par le parquet et par quatre associations antiracistes pour des propos tenus pendant mon émission. J'ai une émission hebdomadaire qui s'appelle Réplique à France Culture. Et j'avais invité, en octobre 2015, Georges Bensoussan et Patrick Weil à discuter ensemble justement de cette réalité qui nous tourmente, de la déchirure française. Et Georges Bensoussan s'inquiétait de la division et de l'antisémitisme qui était très répandu dans les milieux arabes. Il se fondait sur le témoignage d'un sociologue d'origine algérienne qui avait dit qu'avant d'être idéologique, c'était un antisémitisme domestique déposé dans la langue. Pour réprimander un enfant, dit-il, dans les familles, on le traite de juif. Et il disait, toutes les familles arabes le savent. Georges Bensoussan a utilisé une autre image, voulant dire la même chose. Et il a été traduit devant les tribunaux. Il devait répondre de l'accusation, donc, d'appel à la haine raciale. J'ai témoigné ce jour-là, et donc ce n'est pas pour rien que je vous dis que nous assistons aujourd'hui à une sorte de transfert de la discussion intellectuelle dans les salles d'audience. Voilà pourquoi je dis aussi que Montaigne et Stuart Mill s'éloignent de nous. Donc, paraît ce livre, Une France soumise, qui est la suite des territoires perdus de la République. Dans les territoires perdus de la République, ce sont des professeurs qui s'exprimaient. Dans Une France soumise, ce sont aussi bien des policiers, des médecins et d'autres professions encore. Et Elisabeth Badinter préface ce livre. Et elle dit ceci: une seconde société tente de s'imposer insidieusement au sein de notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession, le tout avec notre complicité active ou passive. Et cette complicité, dit-elle,
prend la forme du déni. C'est là que je disais, il n'y a pas seulement désaccord sur l'interprétation des faits, un désaccord qui tourne à l'affrontement, étant donné la puissance de l'accusation de racisme, mais désaccord sur les faits eux-mêmes. Ce qui se passe ne se passe pas. Et elle a cette phrase, un peu plus haut dans sa préface, « Le déni de réalité est un cancer. Il peut être l'effet de choix idéologiques pour ne pas nuire à la cause supérieure que l'on défend. C'était hier l'attitude des communistes à l'égard du stalinisme. C'est aujourd'hui celle de nombre d'antiracistes, élus, associations et médias, toujours prêts à brandir l'accusation infamante de racisme et d'islamophobie. Plus répandu et plus grave est le déni causé par la peur. Peur d'être estampillé le péniste, peur de mettre l'huile sur le feu, peur du maire, du directeur de l'hôpital ou du chef d'établissement d'être accusé de ne pas savoir gérer les problèmes. Le mot d'ordre le plus répandu est « pas de vagues ». On impose donc silence à ceux qui parlent un peu trop fort. À ceux qui parlent un peu trop fort. Et ça, c'est très intéressant et je terminerai là-dessus. L'un des rôles de la parole, ce n'est pas le seul, c'est de mettre en forme et en sens, c'est de mettre en lumière ce qui advient. Si nous n'avions pas la parole, nous ne vivrions pas dans l'histoire. Notre vie serait un flux de sensations et d'images. Mais la parole peut avoir d'autres usages, et notamment celui-ci. Dissimuler ce qui advient, le camoufler. Ce choix, on a cru très longtemps qu'il procédait exclusivement du mensonge. Le mensonge est une des possibilités de la parole. Et là, on le voit avec ce qu'Elisabeth Badinter appelle le déni, que ce choix peut procéder, et on l'a vu tout au long du XXe siècle, que ce choix peut procéder aussi de l'idéologie, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire d'une vision du monde très articulée qui est réfractaire aux faits qui la démentent parce qu'elle est convaincue de son infaillibilité théorique ou morale. Cette dissimulation, elle l'a fait pour la bonne cause. Et elle n'a même pas forcément l'impression de dissimuler. Étrange situation où l'on cache une réalité parce qu'on se la cache à soi-même. On dissimule sans mentir. C'est ça le déni. Aujourd'hui, l'effort pour faire la lumière sur ce qui advient, un des rôles essentiels de la parole, vous expose au plus grand péril. Le déni est puissant et il est violent. Alors je dirais ceci pour finir. Cet exposé personnel, le racisme, doit être combattu sans relâche. Nul autre homme n'est autre que l'homme. Et c'est cette
affirmation, cette reconnaissance est le fondement même de l'humanité démocratique. Droits de l'homme et des citoyens. Dans nos démocraties, on est citoyen en tant qu'homme. Le principe d'humanité, l'idée d'humanité universelle est fondamentale. Elle n'est pas négociable. Elle l'est d'autant moins que nous avons connu les grands traumatismes du XXe siècle. Mais on ne saurait accepter qu'au nom de l'antiracisme, la parole soit muselée et la réalité soustraite à l'investigation. Or, je ne dirais pas que c'est ce que nous sommes en train de vivre, mais c'est, si nous ne prenons pas garde, ce qui risque de nous arriver. Voilà pourquoi j'en appelle, évidemment, au retour de Montaigne et de Stuart Mill, au retour de la parole au sens où il la pratiquait, au retour d'une véritable conversation civique.